Quand j'ai commencé le Jamel Comedy Club, on faisait des tournées dans un bus, un tourbus. Donc c'était très rigolo, il y avait une ambiance un peu, groupe de rock, mais de comique, quoi. Donc, on s'est rendu compte que vraiment, on était tous très, très, très sages. C'est-à-dire que la cigarette, c'était quelque chose que seul Blanche et moi, on fumait. Et on fumait à la fenêtre. Et tout le monde nous disait: «Ah, vous êtes relous là, vous êtes relous.» Je disais: «C'est pas vous, vous êtes censés être des Kaira, durs, la street et tout. Casser les couilles pour, pour une odeur de clope, quoi.» Tu vois? Cette idée-là m'a terrifié. Il y a un aspect de je ne suis plus libre dans la vie, c'est finito pipo, tous les jours il faut que je me procure un truc, quoi. Et je l'ai pas vu venir avec la clope parce que ça a été très pernicieux. Parce que comme j'ai peur des addictions, si je tombe dans cette addiction par mode de vie, parce que moi je sors tout le temps, je suis dans un métier où on me propose de l'alcool gratuit en permanence, c'est gratuit, c'est gratuit, on t'entend, on te dit prends. Et quand on prend pas, on te dit mais pourquoi? C'est plus fatigant de refuser de l'alcool que d'accepter de l'alcool. Donc c'est pas facile. Et en plus, moi je suis censé être comique, donc un mec rigolo, qui est fun. T'es censé être comique? Non mais tu vois, pour les gens, c'était instantané. Il m'a dit le mieux c'est d'arrêter. Et je lui ai dit quand? Il m'a dit maintenant. Quand t'es dans la merde et que tu as une forte anxiété, est-ce que tu peux faire autrement? Et la réponse est totalement oui. Oui, mesdames et messieurs, la réponse est oui. C'était fait pour inciter les jeunes et les enfants à fumer. C'était fait pour moi. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je m'en fous. Je suis dans le complot. Vraiment. Et c'est pas la fierté, c'est parce que justement, je suis une flippette. C'est pour ça que j'ai arrêté qu'une fois. Parce que je pense que j'aurais pas pu arrêter 2 fois. J'ai arrêté qu'une fois et j'étais terrifié, évidemment. C'est-à-dire qu'au moment... Alors je te raconte, je te fais l'histoire. Mais oui, Okay. On veut l'histoire. Salut, bienvenue sur Tu manques pas d'air, épisode 4, saison 2. Je vous présente brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Yacine Bellous, ancien fumeur, humoriste de profession. Je glisserai quelques extraits filmés de l'interview sur le compte Insta Tu manques pas d'air, et vous pouvez retrouver ses 3 derniers spectacles qui s'appellent 2021, 2022, 2023, en ce moment sur Canal+. Et du coup, là, il est en tournée pour le 2024. Si vous voulez prendre des places, go à votre billetterie. Et si vous voulez une explication sur les titres what the fuck de ces spectacles, c'est dans l'épisode. Bonne écoute. Ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. Je te laisse finir ce que... Moi, j'étais en train d'envoyer un message. Ok. Je suis tout à toi, je suis prêt. Trop bien. Je sens qu'il va falloir avoir du cardio. T'as vérifié ça? Non, pas du tout. C'est ce que tu m'avais dit l'autre fois. Bah ouais. Alors, je te suis. ouais, le projet, c'est que tu montes 5 étages en faisant genre t'es pas du tout essoufflé pour vérifier si tu manques d'air ou pas depuis que t'as arrêté de fumer. Vas-y. J'ai pas peur. Donc je me mets derrière toi comme ça et on discute, on papote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah en fait, je pense que je vais être essoufflé, mais c'est pas à cause de la clope, hein, c'est à cause de mauvaise hygiène de vie en général. Moins la clope, donc c'est toujours mais ça. la clope, ouais, ça a totalement changé ma vie. Le fait d'arrêter de fumer, c'est vraiment, j'ai pu souffler beaucoup plus, quoi. J'ai pu faire du sport déjà. Parce que là, les 5 étages, quand t'étais fumeur, tu t'aurais senti la différence? Ben, j'aurais senti la différence, ouais. Je pense que j'aurais senti la différence, même l'idée de les faire m'aurait saoulé, alors que là, je me dis, oh, ça fait marcher les gens. Ok, d'accord. Ouais, ça fait changer l'état d'esprit en fait. Bah, complètement. Trop bien. Vraiment, l'arrêt de la cigarette a réussi à me faire faire du sport, alors qu'avant, je n'en faisais pas. T'es comment là, on est au Là, je suis 4e? essoufflé. Un peu, mais ça va. Tu manques d'air ou pas? Hein? Tu manques d'air ou pas? Non, ça va. Ok, Je suis essoufflé, genre effort physique. ok. Mais Bon. ça va. Eh ben, bienvenue. Ben, merci. Si je m'assois là, comme ça va? Comme Ouais. ça. Comme ça, je suis pas loin du café, je suis content. Parce que moi, j'adore le café. Ok, cool. Et ben alors, c'est parti. J'ai 1 million de questions, donc on va essayer de réduire à quelques-unes. Faut juste que je sois. J'ai un rendez-vous de travail à 16h. Non, t'inquiète. C'est pour ça En que. fait, sinon, tu vois. au montage, je pète un câble, donc on va Mais non, discuter mais c'est pendant... pour toi. Hein. On se dit, Moi, on se dit 1 heure. Moi, j'adore parler, hein. Mais c'est pour toi. Ok. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de voir, je veux dire, tous tes spectacles. Ça fait très groupie en commençant comme ça, mais en tout cas, j'ai surtout vu le dernier... Sur Canal 2023. Je suis allée le voir même en live. Et à un Avec moment les donné... néons. Oui, avec les néons. Budget décor, incroyable. Incroyable, on a investi. On a investi dans le décor cette année-là, ouais, j'avoue. Mais c'est vrai.
Non, mais en vrai, c'est bien. Enfin, Moi, je te jure, moi, j'ai kiffé. Mais Ouais, pour moi, comme c'est moi qui organise le spectacle et qui le produit, c'est moi qui ai dit, bah, je vais faire un décor sympa et j'ai engagé quelqu'un spécialisé là-dedans et tout, et je suis content. trop bien. Bah, franchement, bien, ouais. Et bien, du coup, quand j'ai assisté à ça, un moment, que ne dis-tu pas? Oh, bah, attends, je vais faire mieux que ça. Parce que du coup, je suis allée revoir le passage. Tu dis... La drogue, c'est mal. Moi, j'ai arrêté 2 drogues. 2 drogues que j'ai stoppées, c'est le tabac et l'alcool. Le tabac et l'alcool, c'est vraiment... Hey, merci, c'est gentil. Je m'attendais pas à ce que les gens applaudissent en vrai, parce Mais que ouais. franchement, la plupart du temps, les gens, ils disent juste oui, bon, parce qu'en fait, le principe, c'est de faire des blagues, hein. C'est pas de se faire genre congratuler, félicitations. Mm. Mais en fait, ils ont applaudi, je me dis, wow, hey, hey, ouais, ok, putain, je suis où dans mon texte? Oh. Non, mais oui, j'ai arrêté donc tabac et alcool, mais à au moins 10 ans d'écart en fait, hein. J'ai arrêté en 2023 l'alcool et le tabac, j'ai arrêté en 2000. Ah non, 10 ans d'écart, pile, 2013. Ouais, t'arrêtes quoi Et à peu près au même 10 ans endroit. Le crack? Et bah, le crack, je sais pas, parce que j'ai pris ma première bouffée dans le métro tout à l'heure Ouais. et c'est kiffant. Franchement, je vais attendre de Il voir. paraît. Ok, bon, bah, on en reparle. Et puis sinon, je te mets dans mon agenda dans 10 ans pour un épisode. L'arrêt du crack. Non, non, j'ai pas fait exprès de faire 10 ans, mais c'est vrai que juste je m'en rends compte maintenant. C'est vrai, ça fait 10 ans, donc c'est bien. Ben ouais, félicitations. Du coup, tu as expérimenté les deux. Est-ce qu'on te félicite plus pour l'arrêt du tabac ou pour l'arrêt de l'alcool? L'arrêt du tabac. Parce que l'arrêt du tabac, on voit ça plus comme quelque chose de difficile. C'est acté maintenant dans la tête des gens que le tabac, c'est pas bien. Et que le tabac, c'est tabou, on y viendra tous à bout. Que c'est quelque chose de très dangereux pour la santé. Que quand on fume trop, ça crée des problèmes aux poumons, cardiaques, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des tas de photos horribles sur les paquets. Par contre, l'alcool, c'est la fête. L'alcool, c'est vivre. Et si toi, tu ne gères pas l'alcool, c'est toi le problème. Mm. Et bah, c'est comme le tabac, je pense que c'est pas vrai tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Bah, c'est vrai que là, les études montrent que la première mort évitable en France, le tabac. La deuxième mort évitable, c'est l'alcool. Et oui, C'est fou. c'est fou. Et entendre ces chiffres-là, c'est. Moi, je cherche toujours à faire des blagues dessus, mais en fait, tu sais, quand tu fais des blagues dessus, il faut que le sujet, les gens, ils soient un petit peu d'accord pour l'écouter, qu'ils se sentent pas comme piqués ou C'est agressés ou ça. quoi que ce soit. Donc, les 2 chiffres que tu dis là, moi, ils me fascinent. Je les Mm. connais. Mm. Et parce que j'essayais de voir, tu sais, accident de la route, violence, tu vois, meurtre. Eh ben, le tabac et l'alcool, plus que genre les meurtres, que tout ce qui est violence. Et cet aspect-là, les gens, je pense, ils le conscientisent pas vraiment. Ils se disent pas, en fumant, je fais un truc grave pour moi. Ouais. Ou en buvant, je peux m'emmener dans une galère de fou, Mm. mais toute ma vie. Mm. Des séjours à l'hôpital, cet aspect de la santé-là, c'est vrai que comme c'est culturel, fumer une clope, puis c'est cool dans les films et tout, eh ben, on le met de côté. Ouais. Sauf que maintenant, il y a une sorte de tendance avec, entre autres, le Dry January, Mm. où c'est un peu plus commun de dire qu'on ne boit pas d'alcool, mais c'est quand même pointé du doigt, notamment parce que, en fait, ça renvoie sa propre consommation. Je ne sais pas comment ça s'est passé Je pour suis toi, tout à fait d'accord. mais quand tu dis j'arrête l'alcool, bah, soit on va te dire t'es chiant, c'est le classique, soit on va se sentir un peu crispé parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire mince, moi où j'en suis dans ma consommation. Exactement, et ça terrifie les gens. Je pense Ouais, que c'est quand ça. tu dis j'ai arrêté l'alcool, ça leur fait peur. Et moi, tu peux rajouter l'islam aussi, puisque moi, je m'appelle Yacine. Et donc, les gens, ils disent, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ils veulent savoir, comprendre si c'est un truc spirituel et donc une privation religieuse ou quelque chose comme ça. Donc, tu as un cliché supplémentaire. Mais c'est vrai que l'alcool, ça fait peur aux gens parce que l'alcoolisme, c'est pas considéré comme une maladie sérieuse dont les gens ne sont même pas à 100% responsables, en tout cas pas coupables. Il y a des gens qui ont des problèmes physiologiques qui font qu'ils vont être beaucoup plus aptes à devenir alcoolodépendants. Et il y a des gens qui vont moins l'être et ils auront fait aucun effort, ni l'un ni l'autre. C'est comme il y a des gens en Asie, il manque une petite enzyme dans leur foie et puis Oui. du coup ils ne supportent pas l'alcool. Et ben ça veut pas dire que c'est des petits buveurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas une enzyme. Il y a une enzyme qu'il n'y a pas. Donc c'est un truc, le côté médical, il n'est pas assez respecté et le côté
social et force de la nature, ou moi je suis breton, je peux boire 10 litres d'alcool, il est hyper mis en valeur. Et c'est complètement con. Ouais. Mais après, c'est pas pour faire culpabiliser du tout. Franchement, moi je suis chaud qu'on parle de la culpabilité après. Là, j'ai dit c'est complètement con. Je prends pas du tout les gens qui disent, je sais pas, moi j'aime boire ou je veux arrêter de boire, peu importe le chemin, pour des débiles. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on a une culture qu'il faudrait peut-être essayer d'améliorer pour notre santé, quoi. C'est clair. Ce que je voulais aborder, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, ce sont les sketchs en lien avec l'alcool ou le tabac. Dans mon bouquin, j'ai fait 2 pages de QR code de tous les sketchs que j'ai trouvés sur l'arrêt du tabac. Waouh. C'est génial. Ouais, et du coup, alors, il n'y en avait pas de Yacine Bellous. Mais non, mais c'est super. Il y a plein. Moi, je me souviens d'un sketch de Gad Elmaleh qui avait dit j'ai commencé la cigarette. Oui, oui. Et c'était super. C'était fou. Et à l'époque, quand quelqu'un arrêtait la cigarette, je me souviens d'une interview de Danny Boone à Nulle part ailleurs. À l'époque, parce que je suis une personne âgée. Et donc, Danny Boone, on lui a dit vous avez arrêté de fumer. Et il y avait genre 4 questions. Je sais pas, tu sais, t'as une intervention de 6 minutes à la télé. Là, il y avait 4 questions, genre, vous avez arrêté de fumer, Danny Boone? Oui, j'ai arrêté de fumer. Ah bon, mais comment vous avez fait? Bah écoutez, je sais plus ce qu'il a dit. Genre, il a tout expliqué. Et après, il dit, et qu'est-ce qui vous manque? Et tout, genre, c'était un sujet. C'était un sujet de ouf. Le gars vient faire la promotion d'un spectacle, d'un film. C'était hyper important. Donc déjà, à l'époque, et les podcasts, on va dire que c'est des sujets plus niches, mais là, Nulle part ailleurs, c'était vraiment comme le journal télévisé, quoi, de la culture, un peu. C'était tous les albums qui sortaient, tous les livres qui sortaient, les stars de cinéma, et là, c'était vraiment genre, waouh, vous avez fait un exploit, c'est arrêter la cigarette. Et ça m'avait marqué quand j'étais petit, parce que j'étais là, ouais, c'est dingue comment ça a l'air fou pour les gens de l'interview. Et je me dis que les sketchs à faire sur l'arrêt du tabac, justement, c'est un peu touchy, comme tu le disais, parce que ça peut embêter les gens. Les gens se sentent concernés, mais peuvent être vexés. Donc, évidemment, on n'a pas envie de froisser les gens. Il faut trouver la bonne manière de dire la chose, quoi. Ouais, grave. En fait, faut essayer de pas réveiller des traumatismes sur la drogue ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que dans les sketchs, en tout cas, ça doit être très personnel. Ça doit être très, je vous raconte mon expérience personnelle à moi-même. Je ne veux pas dire que vous ça va super. C'est ce que je disais souvent. Vrai, tu le dis, je le dis dans le sketch. Non, mais c'est très bien s'il y en a qui boivent et qui fument. Je leur disais, c'est moi c'est moi, vous, c'est super. Et comme on était, tu sais, dans un comédie club, ils servent de l'alcool, c'est comme un bar. Donc il y avait des gens qui avaient des bières, et ils mangent un bout, ils boivent une bière. C'est une soirée, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que je vois leur regard un tout petit peu dire, excuse-moi, est-ce que tu vas nous sortir de la fête? Et moi, je dis, non, je ne veux pas vous sortir de la fête. Je veux justement qu'on parle de nos problèmes. C'est rigolo. Parce que dans la comédie, c'est bien de parler, de mettre une tension pour ensuite relâcher la tension. C'est ça qui va provoquer le rire. Donc de dire un truc un peu stressant, un peu et hop, faire une chute, un truc à contre-pied, quelque chose de surprenant qui va faire que les gens vont en fait c'est pour rire. C'est délicat avec les substances en général. Donc tu t'es posé la question de comment faire un sketch dessus, jusqu'où je vais? Parce que en fait, là on a mis pause sur le spectacle donc, qui s'appelle 2023, qui est sur Canal+. Je fais un petit rappel qu'on voit tes 3 spectacles, 2021, 2022, 2023, oui, ce sont les titres de ton spectacle. Ouais, c'est ça. C'est dur à se dire. Et c'est les titres des années. Parce que j'essaye de faire un spectacle par an. À chaque fois, le spectacle est le nom de l'année dans laquelle j'ai construit le spectacle. Ça veut dire qu'il y a un 2024? Il y a un 2024 en cours, là. Il va arriver à la fin de l'année. Tu es invité, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Pas de problème, c'est trop gentil. Merci, je suis très content. Et ouais, en fait, en 2023, j'ai vraiment arrêté l'alcool. Et j'ai arrêté l'alcool parce que, à mon avis, le professionnel de santé à qui j'ai parlé, qui était addictologue, j'ai voulu faire un rendez-vous avec un addictologue. Et il m'a dit, je pense pas que tu as un problème parce que, oui, petite parenthèse, je suis très anxieux et j'ai peur des addictions en général. C'est une peur que j'ai, mais depuis que je suis petit. Et j'ai peur des addictions parce que j'ai l'impression d'être enfermé, d'être obligé de faire un truc. Donc si tu es addict à l'alcool, tu es obligé de boire de l'alcool, sinon tu es malade. Si tu es addict au crack, à l'héroïne, tu es obligé de trouver la substance, sinon tu es malade. Cette idée-là m'a terrifié. Il y a un aspect de je ne suis plus libre dans la vie, c'est finito pipo, tous les jours il faut que je me procure un truc, quoi.
Et je l'ai pas vu venir avec la clope parce que ça a été très pernicieux. Donc après, je te raconterai. Bon, sur l'alcool, j'avais un peu peur et tout. Et je me dis, est-ce que ma consommation, elle déconne, elle est bonne? Parce que c'est vrai que quand je buvais de l'alcool, je suis pas un énorme consommateur. J'entends des bars ou des choses comme ça, d'alcool fort. Par exemple, des fois, je prenais des cocktails. J'aimais bien aller dans les speakeasy. C'était cool. Il y avait un aspect, on sort, c'est fun. Nanana. Mais sinon, je buvais vraiment genre de la bière, quoi. Tu vois, c'est... Mais c'est vrai que je trouvais ça triste si j'avais pas un peu d'effet d'euphorie. Si j'étais pas un peu pété, je disais, bah, ça sert à quoi de boire une bière si t'es pas un peu pété? Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ouais, ça pouvait être problématique parce que si je recherchais tout le temps l'effet, et que l'effet est un effet anxiolytique, c'est-à-dire que l'effet, pour moi, il m'apaise. Quand je dis être pété, c'est que juste, je suis moins stressé ou j'ai moins d'inquiétude sur le coup. Eh bien, le lendemain, le surlendemain, la descente, la lutte de ton corps fait qu'en fait, t'es pas bien. Parce que si t'as fait une fête le lendemain, t'es pas bien. Donc c'est classique, ça paraît hyper bête, mais il y avait un moment dans ma vie où j'ai dit j'ai envie de faire un point. Parce que, comme j'ai peur des addictions, si je tombe dans cette addiction, par mode de vie, parce que moi je sors tout le temps, je suis dans un métier où on me propose de l'alcool gratuit en permanence. C'est gratuit, Waouh. c'est gratuit, on t'entend, on te dit prends. Et quand on prend pas, on te dit mais pourquoi? C'est plus fatigant Ouais. de refuser de l'alcool que d'accepter de l'alcool, donc c'est pas facile. Et en plus, moi je suis censé être comique, donc un mec rigolo, qui est T'es fun. censé être comique. Non mais tu vois, pour les gens... Parce que... En vrai, ils savent pas que pas du tout. Mais moi, c'est pas ça. Mais c'est parce que je leur laisse quand même le droit de pas me trouver drôle. Ok. Tu vois, je suis Ah censé oui, être c'est rigolo. vrai, t'es humble en plus. Ils ont le droit de pas me trouver marrant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais non, c'est même pas de l'humilité, franchement. En vrai, moi, il y en a plein que je trouve pas marrant. Et j'ai le droit. Tu vois, c'est la vie, quoi. On a le droit. Chacun ses goûts. Et donc, les gens, ils associent beaucoup, boire un coup en bar et s'amuser. Et c'est normal parce on leur a dit. Et moi aussi, j'ai associé les deux. Ou bonne nouvelle, oh, champagne. Tu sais, dans les films, ils disent tout le temps ça. Et t'as envie de faire pareil. Bon, et donc voilà, moi, quand j'ai pas eu de contraintes, mes parents m'ont pas interdit l'alcool, on m'a pas dit surtout pas, c'est terrible. On m'a dit, bah ouais, ça fait partie de la vie en société, tu vois, en vrai. Donc voilà, j'ai fait ce chemin-là, et au bout d'un moment, je fais, waouh, faut faire attention. Parce que j'avais une année très stressante, et je voyais bien que je consommais pour me déstresser. Et donc là, j'étais là, c'est la merde. Si jamais je suis ce parcours-là, je veux être conscient et je veux savoir ce qui se passe. Donc j'ai pris un rendez-vous comme un grand et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai croisé le gars. Donc j'ai croisé un addictologue et j'ai dit, vas-y, je peux faire un rendez-vous Et il me fait, ouais. Et il a Trop été bien. hyper gentil. Pour enlever l'anxiété, que tu as des mauvais moments dans ta vie et que tu te retrouves à vouloir compenser quelque chose de très violent par ça, c'est une histoire que j'ai entendue assez souvent, tu vois. Donc je me dis, pourquoi ça m'arriverait pas à moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Est-ce que je suis différent des gens? Moi, je crois pas. Donc, en gros, j'aurais pu glisser, quoi. Et comme moi, j'ai pas le super gène qui fait que tu peux boire un verre et dire, eh bien, j'ai atteint ma consommation d'alcool, j'en suis fort heureux. Et c'est vraiment très sympathique. J'ai passé un moment savoureux. Je vous souhaite une excellente soirée. Ben moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça et que j'ai une anxiété qui est très forte. Et dès que mon anxiété est calmée, mon cerveau il me dit continue à la calmer. On continue à la calmer, frérot. On avance. Donc, j'ai dû trouver d'autres moyens. Et c'est super. Alors, c'est quoi les autres moyens? Bah, la thérapie, ça, je l'avais déjà commencé même avant. Yeah, merci les hommes qui disent qu'ils font de la thérapie, merci. Avec plaisir. La thérapie, j'avais commencé avant Laurent Carilla. Et la thérapie, c'est pas quelque chose qui est facile à ni comprendre, ni se lancer dedans parce que ça déclenche une quantité de peur chez les gens qui est normale et que je comprends. Et puis, ils ont les expériences des uns, des autres. Donc, ils se forgent une idée bâtie sur ce qu'on leur dit. Et bah, c'est pas forcément le meilleur moyen de se forger une idée sur quelque chose, pas vrai? Quand on entend parler d'un truc, peut-être ça vaut le coup de se renseigner déjà peut-être un peu soi-même sur les sites internet de l'État, de la santé. On peut aller partout, il y a plein d'infos. La Sécu, les gens ils sont gentils, ils ont fait plein de sites pour expliquer tout maintenant aux jeunes. C'est vrai. Je suis limite jaloux de ma jeunesse. J'avoue. Franchement, ils ont des petites vidéos sponsorisées par l'État en disant voilà, j'insiste sponsorisées par l'État parce que il y a plein de gens ils disent tout et son contraire sur internet et sur YouTube et je déconseille de regarder quelque chose qui n'a pas été
sourcer, vérifier, parce que c'est un sujet qui est trop grave pour en parler. Après, si tu veux, je fais plus de blagues, hein. Je fais des proutes, je fais des, tu vois, je me Mais mets en les fait, doigts dans le nez et tout. la manière dont tu dis ça, en fait, je t'imagine passer des nuits entières sur Internet, YouTube, à chercher les J'ai vidéos, cherché très longtemps à quel être type. choqué. Mais non, mais j'ai cherché très longtemps quel type de thérapie, puis savoir quelle était la différence entre un psychothérapeute, un psychiatre et un psychologue, parce que les gens ils disent j'ai un psy, et moi à chaque fois je dis mais c'est un psy quoi? Et on me dit bah c'est mon psy. Je dis mais ça finit par quoi? Des fois les gens ils savent pas. Ils me disent c'est mon ami qui me l'a conseillé et tout, c'est super. Et je dis bah t'es content, mais il y a des protocoles, c'est des choses qui sont encadrées. Il y a une loi, il y a des psychiatres qui sont des médecins, il y a des psychologues qui sont certainement très très bons, mais il faut essayer de voir quel type de traitement ils utilisent. Et moi je dis ça, je suis pas du tout un pro, mais je peux dire ce qui m'a fait du bien, moi, c'est la thérapie cognitive comportementale. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment adéquat pour moi, parce que j'ai besoin de résultats. Je peux pas juste raconter ma vie pendant des heures et ça me gonfle en fait. Et pour les gens qui pensent que aller voir un psychiatre ou un psychologue, c'est s'allonger et pleurer en disant quand j'avais 7 ans, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a volé mon goûter et du coup ça m'a fait une blessure dans mon cœur. Je comprends que ça puisse paraître étrange. Bah, peut-être qu'il y a des gens, ils en ont besoin de faire ça. Mais moi, qui étais plus pragmatique, j'avais besoin de dire je comprends pas pourquoi je pense comme je pense. J'ai besoin d'aide pour comprendre pourquoi les comportements chez moi qui me semblent plus adéquates ou qui me semblent pas m'aider dans la vie, comme par exemple avoir trop d'anxiété sur des conneries, avoir des tocs, ce genre de choses, parce que j'ai très peur des maladies, j'ai un problème avec la contamination, ça me terrifie. Donc avoir ça, comment je peux essayer d'améliorer cet aspect-là? Voilà. Et vraiment, c'était beaucoup plus pragmatique que tout ce que j'ai pu faire avant. Donc c'est une thérapie que moi je conseille à chaque fois. Et quand tu as fait cette thérapie, ça t'a aidé pour tes addictions, enfin ton terrain addictif? Non. Non, En ça fait, n'a ça rien à m'a voir. aidé pour les TOC. Et les TOC, ça aide, c'est lié beaucoup à l'anxiété. Et moi, je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'anxiété généralisée. C'est un truc que plein de gens ont, tu vois. Et en fait, avoir moins de TOC, c'est avoir moins d'anxiété. Et avoir moins d'anxiété, c'est avoir moins besoin de calmer son anxiété. Mm. Et comme tu m'as dit, comment t'as fait pour calmer l'anxiété, j'ai dit la thérapie, tu vois. C'est comme ça qu'on est arrivé sur le sujet. Génial. Ouais, Mais donc tu es allé voilà. voir le problème à la source, en tout cas. Bah oui, non, mais c'est un grand mot, hein. J'ai Oui. j'ai encore des tas de problèmes et c'est pas, on n'est pas une équation à régler, quoi. C'est surtout ça que j'ai appris. On n'est pas, je sais pas, une phrase où il manque un mot. On n'est pas ce genre de choses. On est très complexe. Il y a beaucoup de choses. Lisez de la philo, écoutez des gens bizarres parler. Il y a de l'art à faire. Il y a de la musique à écouter. Il y a des concerts où aller sauter. Il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, faut voir c'est quoi le résultat. Est-ce que le résultat il est positif ou il est négatif, quoi. Et je voyais qu'avec l'alcool, le chemin que j'empruntais, si je le continuais et que j'avais un problème dans la vie, et je ne doute pas que j'en aurais, parce que dans la vie, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, il y a des moments géniaux, il y a des moments horribles, c'est ça qui fait la richesse. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la merde, quoi? Tu vois? Et quand tu es dans la merde et que tu as une forte anxiété, est-ce que tu peux faire autrement? Et la réponse est totalement oui. Oui, mesdames et messieurs, la réponse est oui. Vous pouvez vous trouver nul à chier et régler le problème sans la tease ou de la cam ou tu vois. Et même tu peux même apprécier le moment où tu es nul à chier et être dans ta merde et dire ah là là, comment je suis nul. Je suis vraiment éclaté. Bon, ben, maintenant, je veux savoir comment tu as arrêté de fumer et quel était ton rapport au tabac. Ce que tu veux nous dire par rapport à cette période-là. Bon, alors déjà, j'ai commencé la cigarette à cause du shit. Donc, je tiens à vous prévenir. S'il y a des gens qui écoutent ce truc, les gars, si vous dites ouais, je bédave un peu et c'est rien, bah vous êtes déjà addict à la cigarette. C'est une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes peut-être addict à la cigarette et au shit. Relou. Mais moi, en fait, le truc, c'est que ça n'a pas pris le shit. Parce que les premières fois où j'ai fumé, j'ai fait une crise d'angoisse. Ouais, j'avoue. Ça a Et dû parce que moi, je suis amplifier. anxieux de fou. Donc, en fait, ça n'a pas marché. Donc, j'ai stressé de dingue. J'étais pas bien et tout. Et tu sais, crise d'angoisse, c'est l'impression que tu vas mourir et tout.
Donc je fais une crise d'angoisse. Et là, je me dis, bon, bah, j'arrête de fumer le shit. Je sais pas, dans ma vie entière, je devais être à mon 3e ou 4e joint ever, tu vois, T'avais de quel toute âge? la vie. J'avais 20 ans, Ok. 20 ans ou 21 ans. Et donc, cette expérience avec le cannabis a été désastreuse. Mais il faut savoir que moi, j'ai de l'entourage qui fume. Mes parents fument comme des pompiers. Donc, ils fument beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on m'a jamais dit la cigarette, enfin on m'a dit la cigarette c'est pas bien, mais c'est plus nous on le disait à nos parents que l'inverse. On leur disait ouvrez les fenêtres les frères. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai appelé mes parents les frères. Non mais on leur disait ouvrez les fenêtres s'il vous plaît, c'est relou, on se plaignait tu vois parce qu'on était dans la voiture et eux ils se rendaient pas compte parce que quand tu fumes, bah tu sens plus l'odeur de la cigarette, tu te rends pas compte du tout. Toi, c'est super. Quand tu fumes, c'est un très bon moment. Alors que, bon, bah, ça pue la mort et tout, quoi. Et donc, j'avais pas un entourage qui me disait que la cigarette, il fallait pas en fumer. Donc, moi, dans ma tête, la cigarette, c'était accessible. Faut savoir que moi, j'ai vécu à une période où ils vendaient des paquets de cigarettes de 10 et que tu pouvais acheter des paquets de cigarettes de 10 à des prix défiant toute concurrence dans des tabacs. C'était légal. C'était Nickel. si bien les paquets de 10. C'était incroyable. C'est trop mignon. C'était mignon, ouais, exactement. Mais c'est le problème. Bah oui. C'était fait pour inciter les jeunes et les enfants à fumer. C'était fait pour. Moi, je Non, mais sais ça pas si marchait. c'est vrai ou pas. Je m'en fous, je suis dans le complot. Euh, pour moi, c'est moins cher, c'est petit. C'est fait vraiment pour dire aux jeunes bon, t'as 18, 19 ans, t'as pas beaucoup de sous, tu peux t'acheter 10. Tu vois, tu peux pas t'acheter 20, c'est pas grave. Et par anxiété sociale, je me suis retrouvé pendant cette période, ou peu de temps après la période où j'ai fait ce bad trip, là, où j'étais en anxiété, à la fac, où j'avais envie de crever. Vraiment, à la fac, c'était une période où vraiment j'étais en fac de biologie. J'aimais pas du tout ma fac de biologie. Parce que j'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait bio et moi je crois que c'était normal. Et en fait après j'ai dit j'aime pas ma vie, j'aime pas ma vie. On était dans les années, je sais pas, c'était 2001 peut-être ou 2000. Et j'ai trouvé ce moyen de sociabiliser avec les gens, de fumer un peu des clopes. Et comme j'avais fumé des joints, je pensais pas à l'addiction à ce moment-là. Je pensais pas du tout à je vais avoir envie pour toute ma vie. Ouais. Je me disais juste, bon, je fume quelques clopes, ça fait genre, et je me la pète, quoi. Tu sais, je parlais avec les gens et ça donnait un style. Et ben, ça m'a permis de créer une anxiété, du coup, l'anxiété du manque de la cigarette, Sympa. et après me faire croire à moi-même que je résolvais mon anxiété en fumant, puisque dès que tu fumes un peu, ton anxiété, elle baisse. Mais elle baisse pas parce que ton anxiété, elle baisse parce que tu as comblé le manque de la cigarette que tu vas avoir dans 30 minutes. C'est ça. Donc, je me suis auto-piégé, et je tiens à dire que c'est par anxiété sociale. C'est-à-dire que vraiment maintenant, quand je me sens vraiment pas bien, je préfère me dire pourquoi tu te sens pas bien. Essaye de comprendre pourquoi tu te sens pas bien. Si tu as besoin d'un produit pour t'apaiser quelque temps, comme par exemple du sucre, du chocolat, ou tu vois, ou manger un truc très gras parce que ça va te créer un rush de quelque chose, bah fais-le, tu vois. Ou regarder un film absolument stupide, ou jouer aux jeux vidéo, ou faire un truc qui fait que tu as l'impression que bon bah tu penses pas à ce qui te met pas bien dans la vie, tes soucis, de ce que tu veux, hein. Et ben, maintenant, j'ai pris l'habitude de me dire, c'est un piège, frère. Tu vas te retrouver dans un endroit où t'as pas envie d'aller. Donc, essaye de voir si tu peux pas gérer ça un tout petit peu en amont. Mais ça demande beaucoup de courage et d'entraînement de pouvoir. Non, c'est thérapie, franchement. J'ai pas courage en entraînement, je te jure, thérapie. Tout Ouais, le non, monde peut mais thérapie, ça demande un courage. Il y a beaucoup de gens qui vont pas oser faire la démarche pour aller soulever le tapis, quoi. Et alors, tu as dit que tu avais arrêté il y a 10 ans. Est-ce que c'était la première fois que tu arrêtais? J'ai arrêté qu'une seule fois, moi. Tu as arrêté une seule fois. Ouais. En gros, vraiment. Et c'est pas la fierté, c'est parce que justement, je suis une flippette. C'est pour ça que j'ai arrêté qu'une fois. Parce que je pense que j'aurais pas pu arrêter 2 fois. J'ai arrêté qu'une fois et j'étais terrifié, évidemment. C'est-à-dire qu'au moment. Alors, je te raconte, je te fais Mais l'histoire. oui, Ok. on veut l'histoire. Je donne le déclic déjà. Déjà, respect à tous ceux qui fument. Si vous fumez, il n'y a pas de galère. Vous pouvez écouter ces trucs-là en fumant une clope. S'il vous plaît, mettez-vous bien. Parce que le projet, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Fume ta clope, il n'y a pas de galère. Moi, je fumais un paquet et demi par jour. Chaque jour. Je sortais pas de chez moi sans avoir un paquet de secours. J'étais considéré comme le plus gros fumeur de tous les groupes où j'ai fait.
d'un peu quand je traînais avec des potes, fonction que j'avais des amis où on faisait des soirées ensemble, des vieux amis de l'école de théâtre ou quoi, ou alors des amis du boulot, tout le monde me disait, gars, tu fumes comme un ouf. Euh, Avant de monter sur scène, je prenais 3-4 tafs, je jetais ma clope dans la rue, et je montais sur scène presque, je recrachais la fumée sur le chemin du couloir avant d'être sur scène, Ouais, tu vois. ouais, ok, le vrai fumeur, quoi. Un toxico. Ça faisait partie de ton identité, en fait. Ça faisait partie de moi. J'avais beaucoup d'associations. Cigarette café, cigarette alcool, cigarette après au restaurant. Entrée, je sors cigarette. Plat, je kiffe, je sors cigarette pour récupérer le plaisir que tu as après avoir mangé. Il se passe un truc, je sais pas ce qui se passe, mais tu kiffes quand tu manges un peu et tu fumes. Je ne me considérais pas vivant avant d'avoir fumé ma première clope et mon premier café. Donc Waouh. ouais, moi j'étais absent quoi. J'étais présent. Yacine, non, pas présent, pas là. Laissez-moi tranquille. C'est pour te donner le niveau et le côté où vraiment c'est possible. Pour moi, je croyais que c'était impossible de fumer. Impossible. Impossible d'arrêter de fumer, pardon. Impossible d'arrêter de fumer. Il y a eu un déclic psychologique qui était vraiment important. Et je m'en souviens clairement. En gros, moi je suis un artiste. Donc quand tu es un artiste, comme moi, stand-up, tu sais, c'est un peu nouveau. Il n'y a pas 1000 personnes qui ont commencé avant nous. Enfin, c'est pas comme la guitare. Tu vois, je veux devenir guitariste. Bon, bah, il y a des exemples de guitaristes un peu partout, tu vois, en France et tout. Là, en France, il n'y avait pas trop. Et nous, on a beaucoup d'idoles qui viennent d'autres pays. Il y a des gens qu'on admire parce que c'est des grands noms du stand-up qui viennent d'ailleurs. Alors, tu peux citer 10, 15 personnes, les gens, ils ont qu'à aller sur Netflix, il y a tout. Moi, mon idole, c'est Eddie Izzard. Eddie Izzard, c'est une personne qui aime beaucoup les langues, qui aime beaucoup jouer sur scène avec le public et rencontrer les gens. Et donc, Eddie a fait beaucoup de tournées à travers le monde. Eddie, maintenant, s'appelle Suzy, c'est une personne transgenre, mais on peut dire les deux. Donc moi, je vais continuer avec Eddie parce que c'est son nom de scène. Donc, Eddie Izzard, c'est vraiment pour moi, artistiquement, c'est le meilleur truc que j'ai vu. Et c'est vraiment mon idole. Honnêtement, si tu me compares à lui, il n'y a aucun problème parce que dans un sens, il y a ce côté absurde, surréaliste, les Monty Python, le fait d'adresser la parole, le fait d'aller sur des personnages, des animaux, etc. Et moi, j'ai la chance de rencontrer Eddie. Et par beaucoup de hasard et par aussi le fait que moi, j'ai volontairement pris des dates dans le théâtre dans lequel Eddie jouait pour être présent juste dans le même théâtre, mais je voulais pas faire copain-copain. Moi, c'était tellement presque spirituel que j'étais là, je suis dans le même théâtre que, pour moi, la personne qui est la plus douée à ce truc, quoi. Il n'y a pas mieux. Donc pour moi, et j'ai rencontré quelqu'un de gentil, de très doux, très gentil, très accessible, très humble, qui m'a dit, tu sais quoi, faudrait que tu fasses des shows en anglais. Pourquoi ne pas faire des shows en anglais et j'ai accepté le fait de faire un défi, le fait de faire un show en anglais dans 1 heure de spectacle en anglais dans 1 an et demi, à partir du moment où j'ai accepté. Mais pour ça, il fallait que j'aille dans des pays étrangers. Et moi, j'ai quasiment pas voyagé dans ma vie. J'ai été, à ce moment-là de ma vie, je crois, j'ai été une fois au Canada avec une tournée, et j'ai été une fois au Maroc, genre. Donc j'ai pris l'avion genre 2-3 fois, maximum. Et au moment où je me dis, je suis sur un nuage, je me dis, attends, j'ai rencontré Eddie Izzard qui me dit, faut faire des shows en anglais parce que c'est vachement bien l'anglais, ça te permet de jouer dans plein de pays. Moi, je crois que t'en es capable. Il n'y a pas de raison que t'en sois pas capable. Vas-y, crois en toi. Et le premier truc auquel je pense le matin où je refais un peu ce qui s'est passé, c'est, il faudrait que j'aille à New York, c'est là-bas qu'il y a les comedy clubs. Et à New York, je pouvais avoir des plans pour jouer dans des comedy clubs. Et le premier truc qui me vient en tête, c'est putain, il y a 6 heures d'avion. Il y a 6 heures d'avion, je vais pas fumer pendant 6 heures. Putain. Tu vois, tout ce que je t'ai raconté avant, c'était long, hein, j'ai mis du temps. Imagine la somme d'amour, de travail, de difficultés, d'opportunités incroyables que je mets en balance avec, putain, il y a 6 heures sans clope, quoi. Et c'est parce que j'aime mon travail et que j'aime ce que je fais que je me suis dit, t'es un ouf, gars. T'es un malade. J'ai pu voir la pensée, j'ai eu de la chance. Parce que... Ah, pardon. J'ai cassé. Donc, j'ai pu voir la pensée que j'ai eue dans le cerveau et j'ai eu de la chance d'être chez moi tranquille au moment où j'avais cette idée et d'avoir ça, vraiment, ça c'est ok, c'est bien ça. Le recul de cette... Tu sais, elle aurait pu passer la pensée et tu passes à autre chose et après tu te démerdes, t'achètes des Nicorettes et tu te dis, bah vas-y, je vais trouver une solution. Là, j'ai dit, t'es un ouf. Tu oses
prendre comme problème le fait de ne pas fumer pendant 6 heures, alors que tu as peut-être l'opportunité de réaliser genre un rêve de gosse, d'aller jouer là où le stand-up, ben, c'est le plus connu. À l'époque, à New York, c'était vraiment dit, New York, c'est l'endroit merveilleux, trop bien, il y a le Comedy Cellar, il y a tous les gens connus qui vont jouer là-bas. C'était les numéros 1, c'est l'équipe du Brésil, du football, des blagues. Et moi, j'ai pensé ça. Et ben, je te jure, ça m'a fait un déclic où j'ai accepté que j'étais un camé. Je dis là, ça, c'est une pensée de toxico, ça. Je suis désolé. Wow, C'est une pensée de... La claque Bah, de réaliser ça. Ouais, C'est un peu vexant. De fou, mon gars. Et après, il y a un moment où j'ai dit, attends, là, il y a un problème. Il y a un problème de santé personnelle. C'est pas la santé publique, problème de santé publique. Problème de santé personnelle. Il faut qu'on trouve. En tout cas, c'est acté maintenant. Maintenant, il faut accepter que c'est vrai, quoi. Donc après, j'ai galéré, hein, parce que après, je me suis dit, est-ce que je peux arrêter ? J'avais voulu arrêter quelques années avant, et j'ai acheté le livre de Alan Carr. C'est comme ça que j'ai arrêté, moi. Donc, je le conseille à tout le monde. J'ai acheté ce bouquin et je me suis arrêté à page 30 environ. Je me souviens bien parce que je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Il est bizarre, ce gars. Tu sais, c'est chimique, quoi. Je trouve que dedans, il y a des notions un peu... justement, je le voyais comme un gars de secte, le mec. Tu vois, je dis, ouais, c'est comparaison. Il est bizarre, le mec, tu vois. Je comprends pas où il veut en venir. Et en fait, j'avais pas compris. Je comprenais pas ce que je lisais. Et j'ai arrêté, donc, la lecture. Et c'était en 2003 ou 2005. Là, on est en 2013, je me rends compte que je suis addict, et je me dis, bon, il faut essayer au moins de recommencer. Comme j'avais le bouquin, j'ai été acheter le bouquin, mais cette fois, j'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas des nouvelles versions à la Fnac, et j'ai trouvé un bouquin qui disait sans prendre de poids, parce que c'était mon anxiété de prendre du poids. Parce que j'ai grandi avec le « faut pas prendre de poids, c'est pas bien », des réflexions sur le poids, etc. Donc, quand je chope ce livre, je me donne juste une consigne. Et je sais pas si ça peut aider les gens. Ma consigne qui m'a sauvé le cul, c'est « tu ne passes pas au chapitre suivant tant que tu n'as pas compris le chapitre que tu lis ». Enfin, tu le lis pas comme un truc genre, il va y avoir un climax à la fin et je vais tout comprendre. Essaye de capter ce que dit le gars. Et si t'es pas d'accord, mais juste, essaye de comprendre de quoi il parle. Quand tu dis essayer de comprendre, c'est aussi ressentir, parce que Absolument. c'est un état d'esprit qui, j'ai l'impression qu'il essaye de créer un mindset, un mood, il te met en condition. Exactement. Et en fait, je me suis dit, si tu captes pas, si à la fin du livre, tu trouves que c'est un gros débile, pas de problème. Pas de problème. Mais lis-le consciencieusement. Ça m'a pris 3 semaines pour le lire. C'est long. Non, mais c'est un livre tout petit. Oui, c'est vrai. Mais c'est long. Mais il y avait des trucs, j'étais là. Mais je comprends. Non, mais j'étais que sur le livre. Hein. C'était 3 semaines. C'était mon activité principale. Pendant que tu fumais ? Ah oui, parce bien que dans le sûr. bouquin, il dit continue de fumer. Mais j'ai fumé, mais avec plaisir. Et j'encourage les gens à fumer. Jamais j'ai culpabilisé quelqu'un de fumer. C'est trop dur, ça fait mal de pas fumer. Quand tu veux pas fumer et que ton corps il dit je veux fumer, t'as des douleurs physiques, t'as des crampes, t'es pas bien, t'as les yeux qui piquent, t'as la gorge qui pique, t'as la bouche qui picote, qui fait le truc donne-moi de la nicotine. Jamais de la vie. C'est torturer quelqu'un de lui dire fume pas. C'est un truc de chien. C'est pas bien, c'est pas gentil. Par contre, dire que tu peux pas arrêter, je dis, non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord parce que, en fait, les gens, ils veulent arrêter à la volonté. Et le bouquin, tu n'arrêtes absolument pas. À aucun moment, il y a ni discipline, ni volonté. La seule discipline que j'ai eue, c'est si tu ne comprends pas le chapitre, tu relis le chapitre. Si tu trouves que le chapitre, il est bizarre, il est incompréhensible, tu recommences. Parce que sinon, t'as pas la substance, l'idée, t'as pas l'idée. Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais vraiment, je te jure, il y avait des trucs que je captais pas. Je les lisais et mon cerveau disait, bon, je comprends pas. Ou, ouais, je vois ce qu'il veut dire, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas d'exemple. Je me souviens de la sensation, mais j'ai pas d'exemple, je suis désolé. J'aime bien ce que tu décris parce que ça ressemble au concept du déni.
Parce que on entend bien que tu as compris le livre. C'était totalement le déni. Hein. Parce que le livre, il est accessible, il est fait pour être lu par le plus grand nombre, mais il faut le comprendre au sens où il faut le prendre personnellement, il faut se l'approprier. Et donc, quand tu comprenais pas, c'était ton cerveau qui voulait te protéger en mode « Non, mais c'est... Je comprends te pas. jure que c'est exactement ça. Et pourquoi j'avais peur? J'étais terrifié au moment de le lire. Parce que j'avais peur de ne pas réussir à arrêter. En fait, mon angoisse principale, c'était si je lis ce livre qui a fait arrêter 1 million de gens et que je ne peux pas arrêter, ça veut dire que je suis foutu. C'est-à-dire que c'est le cancer qui m'emporte ou c'est la cigarette qui m'emporte. Or, cette peur-là, elle est flippante. Tu sais, tu te dis que c'est ça ou finito. Sauf qu'il y a des gens après, et je m'en suis rendu compte, des petits malins, qui utilisent cette façon de penser pour se dire que de toute façon, ils sont bloqués, ils sont perdus. Donc ça sert à rien. J'ai conseillé le livre à des gens, ils l'ont lu de travers en 24 heures et ils m'ont dit bah j'ai pas arrêté. Hein. Et j'étais là, bah, mais mon frère, peut-être prends le temps, qu'est-ce que ça dit le livre, viens on en parle. Bah non, mais je l'ai lu quoi. Et enfin, c'est grave. Hein. Je dis, ah non, mais il n'y a pas une pilule magique dans le livre, enfin faut être débile. Enfin, c'est pas méchant contre eux, mais c'est du déni. Ça te rend bête le déni. Le déni, c'est il se passe un truc très grave, tu dis mais non. Pas du tout. Ça va. Pas du tout. Donc ça nous rend un peu teuteux, quoi. Ok. Donc, 3 semaines à lire ce livre, Ouais. tu le comprends, tu l'absorbes, tu le Je fais de mon métabolises. mieux pour le comprendre. Je fais de mon mieux et vraiment, je fais comme à l'école. Je fais de mon mieux pour le comprendre. Des fois, je comprends rien, je recommence. Des fois, je suis là, je sais pas, je comprends les mots, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment, il y a un problème psychologique. Et j'ai eu des moments, j'ai eu un moment incroyable, un moment Kobayashi. Tu sais, tu as vu le film Usual Suspect? Ouais. Bah, tu sais, à la fin, il y a la tasse Oui, qui tombe. oh là Tu là. vois, Kobayashi et tout. Bon, bref. Il y a Les un moment sauvé. révélation où l'odeur de la cigarette a changé. Je te promets que c'est vrai. Je te crois. Tu me crois? Bah écoute, c'est dur à faire croire à des gens parce que on dirait. Ah mais je sais parce que moi je suis crédule. Mais non, mais voilà, mais je te jure, je fumais et la veille, moi, c'était le tabac, ça sent trop bon. Quand tu fumes, je sentais mes doigts. Ça sent bon le tabac, il y a une odeur de nicotine ou je ne sais quoi. C'est réconfortant parce que il y a une odeur sympa que tu connais. C'est l'odeur du tabac, quoi. Ouais, c'est ton ancrage quoi. Je sais pas, il y a un truc. Et sauf que quand tu fumes pas, le tabac, ça sent très mauvais. Parce que le tabac ne te réconforte pas, le tabac ne t'apporte pas d'apaisement. Il n'y a rien, le tabac, c'est un produit chimique qui pue, quoi. Il n'y a rien de spécial. Et ça reste sur tes affaires, enfin, infernal. Et je te jure qu'il y a un jour où le tabac avait une odeur différente. Pendant la lecture du livre, il y a un truc où c'est comme si mon cerveau s'était déconditionné à dire que le tabac, c'était le bonheur. Et que j'ai pris du recul par rapport un peu à l'odeur je sais pas, mon cerveau a reconnu une autre odeur, pas que celle du plaisir. Peut-être que c'est de l'hypnose, j'en sais rien, je m'en fous. Ouais, tu t'es auto-hypnotisé, t'as déprogrammé, reprogrammé. Voilà, je m'en fiche, peu importe en fait. Peu importe la raison. Ça m'a permis de mettre une distance avec le produit et de dire, en fait, je kiffe moins là le produit. Parce que je sens plus cette bonne odeur de « Ah, on fume, ça fait plaisir ». Il y a « Oui, j'apaise une envie, mais ça sent pas si bon que ça ». Et ça a été déterminant. Parce que j'avais toujours le manque, mais l'apaisement du manque ne me procurait plus autant de plaisir, objectif, enfin réel. C'était, je dois apaiser le manque. Ouais. Ok ? C'est comme si tu as faim, mais tu manges que 3 kilos de brocoli, quoi. Et tu dis, ok, t'as plus faim, mais t'es pas dans le kiff total non plus. T'es plus dans l'envie, t'es dans devoir satisfaire un besoin. Et même un truc qui sent mauvais, tu vois, genre, je sais pas, 2 kilos de poisson, mais qui sent pas bon de ouf. T'as 2 kilos de colin bouilli, tu vas pas avoir faim, hein. Tu vas vivre, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Par contre, c'est de la nourriture, tu peux pas dire le contraire. Et après ça, comme à la fin du livre, on est censé dire ciao, j'ai réussi à dire ciao. Et je peux te dire que le moment où j'ai jeté mon paquet de clopes, c'est un moment effrayant et formidable. La dépendance physique, elle dure 3 jours. Et la dépendance psychologique, elle dure à peu près 3 semaines. 1 mois. Pendant 1 semaine, je me suis enfermé chez moi. Wow. Je me suis enfermé chez moi parce que je voulais pas faire subir à mon entourage la violence des crises de manque que j'allais avoir. Je savais que j'allais être désagréable. Tu leur as dit ? Ouais. J'ai dit, je vais être relou parce que je vais avoir des crises de manque.
Donc je sais que c'est comme de la drogue, quoi. C'est comme je vais être désagréable, ronchon. Je vais pas comprendre les problèmes des gens parce que je Mais vais. t'es sûr de toi? Parce que j'ai l'impression que tout le monde ne vit pas ça comme ça. Donc toi, t'as anticipé au cas où, ou tu te connais suffisamment pour savoir que t'es insup dans ce genre de moment? Les deux. Alors j'ai anticipé et je sais que je suis un sup puisque quand je fumais pas et quand j'avais pas de cigarette, mon entourage me disait que j'étais un sup. Genre Donc, quoi? Genre comment? bah, je sais pas, je suis désagréable, je râle, quelque chose qui est pas grave, en général, je vais trouver ça grave, relou, tu vois, genre, je sais pas, Ouais, tu une t'énerves connerie, plus facilement. quoi, Et un tu savais que c'est parce que retard, un... tu savais que c'est parce que tu n'avais pas ta dose de nicotine? Absolument pas. C'est les C'est gens les- qui me disaient, je pense que c'est parce que... Mais c'est pareil quand je mange pas. Si je mange pas, je suis un fils de pute. Vraiment, je suis horrible. Ton hypoglycémie, C'est pas hypoglycémie de hypoglycémie, c'est que j'ai faim, j'ai envie de mettre un truc bon dans ma bouche et je l'ai pas. Ok. Et je suis désolé, faut assumer qu'il y a des défauts. Bonjour, j'ai des défauts. Ok. Si les gens m'écoutent, bonjour les gens, j'ai des défauts. Je sais pas vous, mais moi j'en ai. Je suis insulte parce qu'en vrai, euh, il y a un truc d'anxiété qui monte en moi. Mm. Il faut vite que j'ai un apaisement. Et je l'ai pas. Et si je l'ai pas, bah, je me dis quand est-ce que je vais l'avoir. Et là, imagine que dans ma tête, la réponse est jamais. Mm. Quand est-ce que tu vas refumer? Bah jamais. Parce que Allez. c'est le projet. Le projet, si tu veux. Donc, j'ai acheté des luminaires. J'ai demandé à une copine de m'apprendre à poser des luminaires. J'ai une amie régisseuse qui s'est bricolée. Elle m'a montré et j'ai dit merci. Et donc, j'avais tout anticipé pour faire des travaux chez moi. Et donc, j'ai cassé des trucs, j'ai percé des trucs, j'ai posé des trucs, et j'ai dit, il y a du changement. J'améliore ma vie. Maintenant, j'ai des beaux luminaires que j'aime bien, et je me suis ouvert les doigts, je me suis blessé, tout. Et malheureusement, le soir, je buvais plus d'alcool. Le soir, je Ah, sortais, ah. et j'ai compensé avec de l'alcool. Mais pas au point d'être, genre, éclaté, mais par contre, j'ai compensé avec de l'alcool, et là, j'ai eu peur, c'est là que j'ai commencé à avoir peur de l'alcool. Avant, c'était pas une question. Pareil. C'était pas une question parce qu'avant, l'addiction pour moi n'était pas une question. C'était juste une crainte. Et quand je me suis rendu compte que j'étais addict à la clope, je dis ça se trouve, t'es addict à d'autres trucs. Et là, je dis merde. Parce qu'en fait, c'est le terrain Ouais. addictif. Après, il y a Ouais. des produits, ça prend plus ou moins, mais... Attends, quand tu dis le soir, t'as compensé par l'alcool, tu veux dire le soir même? Non, le soir, je sortais. Alors, Les j'essayais jours qu'on de pas. suivit? Je sortais, mais je restais pas. J'allais boire des coups avec des gens, ou j'allais manger avec des gens, mais j'essayais de pas rester. Et Ouais. surtout, j'essayais de pas leur expliquer complètement ce qui se passait. Mm. J'essayais de le vivre tout seul. Parce que le problème, quand tu le vis avec les gens, c'est que les gens vont te noyer de messages qui vont pas t'aider. Il y a des gens qui m'ont dit, tu tiendras pas. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vas reprendre dans une semaine, on se parle dans une semaine. Il y a des gens qui disent, Sympa. mais c'est pas de leur faute. Et ce qui est génial, c'est que dans le bouquin, ils te mettent en garde contre ça. Ce qui est formidable, parce que c'est écrit dans le bouquin. Dans le bouquin, vers la fin, ils te disent, ça va être dur, mais des amis à vous vont dire des choses qui vont pas vous sembler sympas, mais c'est pas de leur faute. Faut les plaindre. Faut leur dire, je suis désolé, parce que ça te renvoie au fait que toi, tu as peur d'arrêter, que tu te dis que peut-être tu n'y arriveras pas si tu arrêtes, que tu te dis que les livres, c'est des conneries, c'est du bullshit, parce que tu as envie de fumer ta clope et qu'on te laisse tranquille, et que tu prennes ta dose et qu'on te laisse tranquille. Et ça, je peux pas le reprocher à qui que ce soit, parce que c'est violent ce qu'ils vous ont fait. C'est pas gentil ce qu'ils vous ont fait. C'est des gens qui vous l'ont fait. Bon, alors du coup, tu compenses un peu par l'alcool. Et la bouffe, alors, t'avais peur de grossir. Tu grossis ou Ouais, pas? j'ai grossi, j'ai pris 5 Genre, kilos. ça 5 kilos, va. mais c'est pas grave. Non, mais ça va. Là, j'ai beaucoup plus grossi après dans ma vie. Mais par contre, ça m'a refait faire du sport. Et parce que justement, j'avais très peur de grossir, donc c'est pas très sain. Mais ça m'a refait faire du sport. Et j'ai une technique aussi pour le sport. Je donne Vas-y. tous mes tips. Vas-y. Parce que je suis nul à chier en sport. J'ai toujours essayé d'être exempté de sport à l'école. Une de mes plus grosses angoisses, c'était de faire le service militaire et de devoir faire du sport. Parce que quand j'étais petit, j'étais gros et j'avais peur qu'on me juge et tout ça. J'ai essayé de faire du sport, mais j'y arrivais pas. J'ai trouvé une technique. Mais c'est vraiment un truc de révélation psychologique. En gros, Je suis prête. pour moi, impossible de courir. Même quand je faisais du stand-up, tout le monde me disait, gars, t'es essoufflé pendant ton heure, tu transpires, c'est dégueulasse. Fais du cardio, quoi. T'as pas de cardio. Et je disais, ouais, c'est vrai, j'ai pas de cardio. Mais j'avais pas envie d'aller courir ou de faire ça.
Et je dis, bon, le seul sport que je tolère, c'est courir un tout petit peu. Courir, tu sais, mettre des chaussures un peu bidon, pas de sport, hein, j'avais des baskets normales, hein, mettre un jogging et tout. Et je sais ce qui me retenait de sortir, c'est la honte de faire du sport. J'avais honte d'être en jogging, de faire du sport. C'était plus dur de mettre un jogging, de mettre un haut de survêt et de sortir de chez moi que de faire l'acte sportif. Et donc, je me retrouve tout seul chez moi, en jogging, en basket, et je dis, putain, j'arriverai pas à sortir, je suis en panique. Je veux pas que les autres me regardent, j'ai pas envie et tout. Et après, je me dis, bon, de quoi t'as honte? Et je dis, bon, j'ai honte de pas tenir. J'ai honte d'être très mauvais sportif, d'avoir 31 ans, et de pas pouvoir courir 1 heure. C'était pas possible pour moi. Mais courir, trottiner, hein, 1 heure, une demi-heure même. Et je me suis dit, bon, c'est quoi le minimum que tu peux? 15 minutes? Et dans ma tête, j'étais là, non, je peux pas 15 minutes. Ouais, Et- non, mais ouais, je comprends. Tu vois? Et après, je suis arrivé à 5 minutes. Et j'ai gaulerie, parce que, oui, parce qu'après, la force, c'est quand tu fais du stand-up, tu fais beaucoup de dialogue intérieur pour trouver les blagues. Donc, c'était dialogue intérieur. Je me suis dit, bon, si tu tiens pas 5 minutes, ça veut dire que tu es quasiment mort. En fait, tu as une maladie grave. Si à 31 ans, tu peux pas trottiner, hein, c'est-à-dire tu es à 6 km/h, tu trottines, tchouk, 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 t'es pas en speed. Pendant 5 minutes, 5 fois 60 secondes, faut aller tout de suite aux urgences. Ça veut dire que là, maintenant, tu es en danger de mort. Donc j'ai rigolé tout seul et je me suis dit, allez, sors et fais 5 minutes. Fais juste 5 minutes. Juste sors, va dans un parc. J'étais dans un parc à côté de chez moi. Un petit parc de, je sais pas, les gens, voilà quoi, ils sortent, ils font une balade quoi. C'est pas un vrai parc de sport. Et j'ai couru 5 minutes chrono et je suis rentré chez moi. Et j'ai dit, maintenant, on fait ça tous les jours. Et j'ai fait ça tous les jours pendant 1 mois. Le mois d'après, j'ai fait 10 minutes. Le mois d'après, 15, etc., etc. Et jusqu'à ce que je fasse 1 heure. Bravo Et pour la après, discipline aussi, parce que c'est un truc à tenir en plus. Mais c'est un truc à tenir pour te dire, en fait, c'est l'image que tu as de toi et des autres, et le regard des autres où tu dis, j'ai la honte, je vais être tout rouge bouffi, franchement, je suis pas un sportif. Ça, c'était mon problème, si tu veux. Bah alors, comment C'était- t'es passé au-delà de ça? Donc, t'es allé dans un parc les premières fois, 5 minutes, avec des gens, t'as Bah parce que personne m'a regardé, les gens ils en ont rien à foutre. T'as Les pu gens en constater ont ça. rien à foutre. Les gens ils sont concentrés sur ce qu'ils font eux. Mm. Et aussi il y a une solidarité entre les gens qui sont en mauvaise santé et qui retournent à la salle de sport. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Je dis on se met devant les machines et on fait n'importe quoi. Il y a une véritable solidarité entre personnes. Les gens qui vont faire du sport ne sont pas en bonne santé. Les gens qui vont faire du sport pour atteindre l'état d'être en bonne santé. Et une fois que, par chance, par travail, ils ont l'attitude, ils arrivent à être en bonne santé et après ils font tout pour le rester. Thibaut InShape, il veut rester en bonne santé. C'est tout ce qu'il veut. Il veut Merde, pas c'est perdre qui ses muscles. C'est le numéro 1 youtubeur qui fait du sport, il est très musclé, il a plein d'abonnés et il fait plein de séances de musculation sur YouTube où tu le vois et puis il est trop fort en sport quoi. Le gars, il a tous les abdos, il a les pectoraux, il a les muscles, il est incroyable. Et il peut te courir 1 heure, il fait des enfin, je sais pas s'il fait des marathons mais je suis sûr qu'il peut en faire. Ok. Donc, du coup, tu t'es retrouvé à faire du sport pour compenser ces quelques kilos de prix quand t'as arrêté de fumer. Et me décrasser aussi. Parce que quand j'ai arrêté de fumer, j'avais la gorge qui piquait. Mm. Parce que tu brûles tes cils, apparemment. Ouais. Et en fait, je crois que mes cils, je sais pas, ça devait cicatriser, quoi. Mm. Parce que finalement, on met quelque chose de bien chaud, bien piquant dans notre gorge, tu vois. Je pense que ça cicatrisait. Bon, en tout cas, j'ai pas d'explication. Mais j'avais la gorge qui... Si, au début, on peut tousser un peu parce que le temps que ça se reconstitue, quoi. C'est comme Voilà. s'il y avait une croûte. Enfin, c'est Il y pas a, vraiment il y a- ça, il y a mais quelque chose qui se passe, quoi, c'est dans la en gorge. Il y a réparation. une réparation. Voilà. Les échafaudages et tout. Ouais, voilà, des petits échafaudages dans ta gorge. Et moi, j'étais trop bizarre. Donc, j'avais l'impression que courir, ça me ferait circuler le sang, ça me ferait. Donc, je me suis mis ça en tête, quoi. C'était une image que j'avais, genre, tu vas te réparer un peu là, donc cours, ça fait circuler le sang. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment parce que mes conditions matérielles sont très favorables. J'ai pu sortir tous les jours, aller courir 5 minutes, 10 minutes. Tout le monde ne peut pas. Ce que je veux juste dire, c'est que j'avais honte. Et que c'est la honte que j'ai affrontée. C'est pas le sport. Le sport, les gens, ils peuvent le faire en vrai. C'est plus la honte qu'il faut attaquer. Mais c'est fou l'effet papillon positif de cette opportunité de prendre l'avion, Exactement. en fait. Et après, j'ai tourné dans 18 pays. Oh,
Et après, dans l'avion, j'étais heureux. Quand j'étais dans l'avion et que j'avais arrêté de fumer, que j'avais passé le délai des stress, des besoins, des envies, l'avion devenait un énorme plaisir. C'est-à-dire que j'arrivais avec tous mes petits trucs que j'aime bien dans l'avion. J'arrivais avec mon petit téléphone où j'avais mis des films. Je dormais bien dans l'avion. Parce que moi, je suis petit, je fais 1m68. Donc moi, j'ai pas de problème de confort d'avion. Je me positionne très bien dans les petites places et tout. Et j'ai kiffé l'avion. J'ai kiffé l'avion. J'ai été en Russie, j'ai été jouer aux États-Unis, j'ai été jouer en Angleterre, en Finlande, j'ai été en Estonie, en Lituanie, j'étais dans tellement de pays cool Grave. parce que j'ai pu voyager sans me poser la question de quand est-ce que je fume. Et encore une fois, sans juger les gens. C'est pas parce que je fume plus que j'ai réussi un truc par rapport aux autres, c'est plus que je suis content pour moi parce que je me serais mis en galère tout seul. C'est moi et moi, quoi. Et quand je vois les gens fumer, quand ils sortent des trains, mais je le faisais. Tu vois, genre, t'as un arrêt dans un train, les gens, ils bombardent. Ils sont là, papa, ils fument. Ou quand les gens, ils sont, par exemple, quand tu prends, je sais pas, un taxi ou n'importe qui, où t'es dans un climat de travail, et que soi-disant, avec leur vapoteuse, ils disent, on vapote, c'est que de la vapeur d'eau. C'est du déni, c'est pas gentil, c'est du manque de respect pour les autres, parce que c'est pas que de la vapeur d'eau. Ou en tout cas, c'est une putain de vapeur d'eau qui a été dans tes poumons, et tu la recraches dans ma gueule, en fait, avec l'humidité qu'il y a dans tes poumons, et tous les trucs qu'il y a dans la pipette que tu es en train de fumer. Donc, c'est pas un très haut signe de respect de ma personne. Donc, on n'est pas dans un climat de travail super sympa. Même s'ils disent non, mais c'est que de la vapeur d'eau. Quand quelqu'un vous dit c'est que de la vapeur d'eau, parce qu'il est en panique de ne pas pouvoir avoir sa putain de petite dose. Et cette panique-là, je l'ai ressentie. Donc, franchement, je compatis et je suis là, mais ok. Il n'y a pas de galère, gars. Ok. Que de la vapeur d'eau. Je vois. Et alors là, ça fait 10 ans que tu as arrêté de fumer. Et quand est-ce que tu as Est-ce que tu as encore des cravings, des moments où tu as envie de fumer J'ai de là la d'un coup? chance, pour l'instant, ça va. J'ai eu des moments pendant plusieurs années où je me disais, ouais, ça pourrait être sympa et tout. Mais j'ai bien ancré en moi. Ah ouais, c'est très important aussi dans les arrêts. C'est ancré en moi les choses que je trouvais dégueulasses. Ok. Comme par exemple les cendriers pleins. Pendant un moment, j'avais fait mon fond d'écran en cendrier plein. Mais il était énorme. Un cendrier géant. Et moi, j'étais tout le temps à côté. C'était un anniversaire. Parce que je fumais comme un fou. Et des fois, j'ai un tout petit peu la sensation dans la bouche. Tu vois, le côté piquant quand tu as envie de fumer. Et des fois, ça me le fait avec le sucre. Parce que moi, j'ai d'autres problèmes d'addiction maintenant, des troubles de comportement alimentaire ou quoi. Des fois, j'ai envie de manger du sucre, des trucs qui picotent et tout. Là. Tu vois, les bonbons acidulés, là, tout ça. Ça rend zinzin. Et effectivement, il y a une similitude de sensation, de manque, quand je mange, tu sais, des langues acidulées, là, tu vois. Ouais, je vois très bien. Bon, bah voilà, ce genre de truc. Ça t'appelle quoi? T'as le petit craving de. Tu te ferais bien j'ai ça, du quoi. craving de ça. Et Et en comment fait, tu gères? en fait, j'ai un peu appris à gérer les cravings. C'est-à-dire que tu sais que c'est là, mais la meilleure nouvelle et la beauté, et merci l'univers, si vous croyez en Dieu, merci Dieu, c'est que ça passe. Yes. C'est qu'il y a un moment, ça passe. Et c'est quelque chose d'inimaginable. Sur le moment T, c'est inimaginable. Tu ne peux pas accepter cette information. Et pourtant, je vous jure, ça passe. Je fumais des clopes. Je trouvais ça super. Si vous fumez des clopes, let's go. Fumez votre clope. Mais le manque, il peut s'estomper tout seul. C'est que vous avez un pouvoir incroyable qu'on n'utilise pas, quoi. Par contre, faut encaisser l'arrêt, quoi. Faut encaisser C'est pour ça que je me suis enfermé chez WAM. Waouh, bravo. Alors, rien à voir, mais en parcourant ce que tu as fait, j'ai découvert ta page Wikipédia. Et je suis tombée sur un bouquin que tu avais écrit en 2021 qui s'appelle « Le mode d'emploi de tout ». Alors déjà, meilleur titre ever. Merci, j'adore ce titre. Si vous avez besoin de savoir comment tout fonctionne, Ouais. il faut acheter ce livre parce que c'est tout expliqué. On peut lire des extraits sur Internet. Ouais. Et j'ai cherché s'il y avait un truc par rapport à l'arrêt de la cigarette, un mode Non, je crois d'emploi. Est-ce qu'il y a pas. un lien, une Non, blague pas sur du ça tout, pas du tout. C'est pas un livre qui donne des conseils de vie, c'était plus une BD un peu folle, rigolote, absurde, avec un petit personnage qui faisait plein d'actions et c'était donné comme des modes d'emploi. Tu sais, dans les modes d'emploi, tu as les encoches vertes qui disent qu'il faut se comporter comme ça, et puis tu as la croix rouge, une croix qui dit non, ne faites surtout pas ça. Par exemple, il faut pas mettre de fer dans le micro-ondes, parce que ça peut faire une explosion, je sais pas quoi.
ou casser le micro-ondes. Et ben, c'était que ça, avec tout. Donc, on a rigolé avec les verres, avec comment utiliser un verre. Bah, tu l'utilises comme ça, faut pas le mettre sur sa tête, faut pas le mettre dans ses fesses, ça sert à rien, c'est pas l'usage. Et en fait, au fur et à mesure, il y a une petite histoire qu'on a écrite sur le personnage et on comprend qu'il lui arrive des petites mésaventures. Et son aventure, elle est en pointillé, représentée par tous les objets qu'il a croisés. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, comment vivre, je sais pas, ses émotions avec son père. Et on voit qu'il discute avec son père et il dit voilà, tu peux les vivre comme ça, tu peux les vivre comme ça. C'est un peu bébête, quoi. C'était un peu une bande dessinée à concept. Le concept était un peu barré et elle a été accueillie comme ça. Elle a été accueillie genre c'est J'adore. trop chelou. Et on n'a pas eu un énorme succès avec la bande dessinée parce que les gens l'ont trouvé extrêmement barré, surréaliste et tout ça. Et des fois, quand c'est au premier degré, ça peut paraître extrêmement bébête et pas du tout intéressant. Donc, on a manqué d'agilité dans le fait de se faire comprendre, je pense. Quand je dis ouais. on, c'est moi et le dessinateur. En tout cas, j'aime ce bouquin du fond du cœur. Et si vous avez l'occasion d'aller voir quelques pages, allez-y. Il y a des trucs gratuits sur Internet. Et vraiment, je suis très fier de ce livre. Ah, on pourra remettre quelques pages du coup sur Ouais, Insta. ouais, grave, grave. Ouais, donc c'est le mode d'emploi de tout avec Ben Renaud aux éditions Delcourt, c'est ça? Exactement. Benjamin Renaud, un super, super dessinateur qui s'appelle Nekoto sur Instagram, je crois, et sur Twitter. Et qui fait des jeux de mots très rigolos, en images. En parlant de titres improbables, au-delà du fait que tu as fait des spectacles qui s'appellent 2021, 2022, 2023, en 2012, tu as fait un spectacle qui s'appelle Toi, cherche un titre. Comme j'ai l'occasion de discuter avec toi, je veux savoir comment est-ce que tu as trouvé cette... Enfin, je me suis Est-ce que imaginé... tu vois ce que ça veut dire? En fait, que c'était... Toi, cherche un titre. Exact, ouais. Franchement, t'es une des rares personnes qui a capté Mais ça. non, mais alors, j'ai je te pris jure, un fou moi, je rire me parce que sens je devais y avoir une- incompris. Mais de fou. En fait, aujourd'hui, le stand-up, c'est à la mode et tout, et les gens ont fait plein de titres, et on sait qu'il y a une abondance de spectacles. Mais à l'époque où on nous demandait de faire un spectacle, on nous demandait de nous marketer. J'ai toujours été très mauvais pour trouver les attraits qui feraient que le public accrocherait à ce que je fais. Parce que moi, c'est plus un mélange de plein d'idées, de plein de petites anecdotes. C'est sans prétention. Il y a un petit fil conducteur, mais mes spectacles, vas-y, je révolutionne rien. Moi, je suis en mode, je raconte des blagues et tout. Et quand on me dit, mais c'est quoi ton titre? C'est quoi le sens? C'est quoi le truc? Je suis là, j'aime pas les titres, c'est chiant. Et en fait, ça m'a fait mourir de rire de dire aux gens, bah, si les gens ils veulent un titre, bah, toi cherche. Tu vois, pourquoi c'est à moi de chercher? Pourquoi c'est à moi de me prendre la tête à trouver un titre qui, soi-disant, capture l'essence de mon propos? Je ne sais pas comment faire ça. Je veux procurer au public 1 heure de plein de petites blagues sympas, de fun, qui parlent de ma vie, qui parlent de notre vie, de nos émotions et tout. C'est tout. Oui, parce que c'est du marketing, c'est comme quand on écrit un livre, parfois le titre, l'auteur n'a pas forcément l'idée du titre parce que c'est celui qui va s'occuper de le vendre qui saura quel titre Exactement. retrouver. Donc je comprends que ce Et soit surtout pas pour facile. des blagues, tu vois, même si tu trouves encore pour un livre, pour un roman, pour quelque chose où tu as un vrai propos, où tu suis une trame, etc. Mm. Dans le stand-up, si tu veux avoir des très bonnes blagues, il faut les sélectionner. Tu peux pas avoir genre 1 heure et demie de très très bonnes blagues sur un seul thème. C'est très dur. Même les gens qui ont des thèmes de spectacle, qui parlent d'amour, Mais j'avoue. ou qui parlent de, je sais pas, qui parlent d'histoire, si on rentre en profondeur, leurs blagues ne sont pas 100% reliées à ce thème. Ils font des digressions, ils font des petits détours pour raconter des anecdotes personnelles, où c'est relié aux émotions qu'ils ont éprouvées concernant le thème. Tu peux pas faire une heure de blague sur une Renault 5, quoi. C'est bon, laisse-moi tranquille. Donc, en fait, j'étais paumé. Je ne savais pas jouer le jeu. Alors, j'ai fait ça. Ça me fait plaisir que t'aies capté. Moi, j'adore trouver des titres nuls. Je suis trop heureux que tu aies compris les titres nuls. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je me souviens que il en parle régulièrement. Guillaume Meurice, je sais pas si tu sais, il y a quelques années maintenant, fait un spectacle qu'il avait appelé Annulé. Ah, trop Du coup, drôle. ça n'a pas du tout marché Bah parce oui. que c'était écrit Annulé sur l'affiche. Bah oui. Et donc, du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais laisser les En vrai, les professionnels comiques, trouver ils veulent titres. faire des blagues. Donc, même les titres, Ouais. ils font des blagues, tu vois. Et alors 2021, 2022, 2023 et maintenant 2024, qui sont Ouais. les titres de tes derniers spectacles, Mm. comment est-ce que ça s'est passé? T'as lâché l'affaire sur les titres? J'ai lâché l'affaire sur les titres et surtout, j'ai commencé quelque chose qui est de faire un spectacle par an. Et donc, je me dis, il n'y a rien de mieux que de nommer le nom de l'année parce que dans le spectacle, il y aura aussi des morceaux de comment j'ai vécu l'année. Mm. Et C'est autobiographique.
Voilà, et l'idée c'est de se concentrer sur le parcours personnel, parce que c'est quelque chose que les gens peuvent se reconnaître dedans, tu vois. L'année dernière, il y avait énormément de tensions, cette année aussi, il y en a beaucoup, donc l'idée c'est d'évacuer toutes ces tensions-là en disant, moi je les ai vécues de telle manière ou de telle autre. Alors l'année dernière, j'ai voulu perdre du poids, faire du sport, je dis que j'ai arrêté des drogues et tout, mais j'ai justement parlé des consommations que j'ai pu avoir dans ma vie, et du fait que j'ai approché certaines drogues, comme à un moment, je parle de la morphine, et que j'ai vécu. Et que J'ai tu vécu. recommandes même. Eh ben, c'est incroyable. Ça, c'est mortel la morphine. C'est trop bien. Et que j'ai vécu le shoot à la morphine, mais heureusement, je peux pas m'en procurer facilement. Et où j'ai pas d'amis qui me proposent de la morphine tous les jours. C'était à l'hôpital, encadré, avec une infirmière, et que ça m'a tellement défoncé qu'en vrai, j'ai pas envie d'en reprendre, quoi. Je suis en gros, parler de comment j'ai vécu les choses et comment je les associe à des vieux souvenirs à moi. Donc c'est vraiment un petit bordel organisé. Et donc je préfère appeler ça le nom de l'année en disant voilà tout ce qui m'est arrivé, c'est un peu un journal intime, tout ce à quoi j'ai pensé, plutôt que de trouver un titre à chaque fois, parce que c'est beaucoup associé à ça. Et il y a aussi l'exploit personnel. Pour moi c'est dur, alors je dis que c'est un exploit, de faire 1 heure de blague par année, pour moi c'est pas facile. Et donc, je dis, allez, chaque année, on va mettre, ça c'est le cru C'est ça. 2023, ça c'est le cru 2024, si ça vous a plu, voilà. Et alors 2024, il sort quand? Parce que là, on est un peu en 2024 du Là, coup. je vais faire les premières dates en octobre à Lyon. Je vais faire une tournée, je vais aller dans plusieurs villes pour travailler les spectacles. Là, je joue beaucoup dans les comédie clubs, donc des petits quarts d'heure, des demi-heures. Oui, tu testes tes blagues, je t'ai vu Ouais, l'autre on jour teste les chez Madame blagues. Sarfati. Voilà, chez Madame Sarfati, je fais des essais. Et puis là, il va falloir faire l'heure entière. Et en vrai de vrai, ce sera à partir de décembre, où je jouerai à l'Européen, qui est une salle que j'aime énormément. Et le but final, c'est de capter le spectacle. Donc l'idée, c'est que ce soit filmé à l'Européen et que en décembre, ce soit prêt. Et il y a déjà, si les gens veulent venir, il y a des places sur mon Instagram, vous pouvez tout voir, les infos et tout. Euh, Là, dans cette année, je parle de thèmes comme par exemple ce que j'ai prévu de faire de ma propre dépouille à ma mort. Ah, Et ça ok, me fait taper beau des programme. barres. Mais non, mais parce que c'est pas glauque. En fait, comme je te dis, plus tu parles d'un sujet un peu Ouais. dur, plus les gens font «Oh!» Et après, tu fais une blague derrière et ça libère l'attention. Voilà, je parle de voyage, je parle de plein de trucs, de ce que j'ai vécu cette année, quoi. Ok. Comment a réagi ton entourage lors de ton arrêt du tabac? Ils m'ont félicité, ils étaient très contents pour moi, hein. Ils étaient contents pour moi. Après, les copains, la famille était très contente. Parce qu'en gros, bah oui, c'est mieux pour ta santé. Et nous, on n'était pas très heureux que tu fumes. Et on a été même, on a culpabilisé parce qu'on sait qu'on t'a donné peut-être une mauvaise image en fumant. C'est ce que mes parents me disaient en disant, on peut pas te le reprocher parce que nous, on fume, donc c'est très dur de reprocher à quelqu'un quelque chose dans lequel on est tombé nous-mêmes. Et par contre, c'est les amis qui n'y croyaient pas du tout. Ne croyaient pas du Ah tout ouais. en moi. Oui, mais c'est pas grave. Et le juste une, ça te fait quoi? Ah bah, t'as pas arrêté de fumer pour moi. Soit t'arrêtes la nicotine, soit t'arrêtes pas. Tu n'as jamais refumé Je depuis n'ai ta... jamais refumé depuis le 15 avril 2013. Mais parce que je sais que j'ai un terrain. Donc si je me remets à fumer une clope, Mm. tu vas me... Déjà, je vais avoir envie de vomir comme normal. Parce qu'en fait, quand j'ai fumé mes premières clopes, j'avais envie de vomir. C'était pas agréable, hein. Je l'ai fait parce que j'essayais d'être cool. Ouais. Donc je vais re-avoir envie de vomir. Et après, je vais re-avoir envie de réessayer en disant oh, c'est juste parce que c'est en soirée. Et je vais re-avoir envie de fumer des clopes. Et ouah, infernal. Parce que ça me rend la flemme, quoi. La flemme J'avoue, la d'aller chercher des flemme. clopes dans des putains de tabac à 2 h du matin Mm. parce que tu veux des clopes. Ça, je faisais des kilomètres. Pour une cigarette, je faisais des kilomètres. Pour de vrai. Mm. Vrai problème. Vraie galère. Chez les artistes, on associe quand même beaucoup ce monde-là à la cigarette ou à certaines formes d'addiction ou de bon kiff. Moi, dans ma projection, j'associe pas forcément l'humoriste à la clope. Non. Et je me dis, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que... Ah, totalement. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, dans mon milieu, très peu de gens fumaient. Moi, je me Ouais. souviens que quand j'ai commencé le Jamel Comedy Club, on faisait des tournées dans un bus, un tourbus. Donc, il y avait plein de villes qu'on enchaînait où on avait un gros tourbus, super cool, mais on vivait tous un peu les uns avec les autres dans le tourbus.
Donc c'était très rigolo, il y avait une ambiance un peu, tu sais, groupe de rock, mais de comique, quoi. Donc, et ben, on s'est rendu compte que vraiment, on était tous très, très, très sages. C'est-à-dire que la cigarette, c'était quelque chose que seul Blanche et moi, on fumait. Et on fumait à la fenêtre, tu sais, il y avait une trappe, et on fumait à la trappe. Et tout le monde nous disait, ah, vous êtes relou là, vous êtes relou. Je disais, c'est pas vous, vous êtes censés être des Kaira, durs, la street et tout. Casser les couilles pour, pour une odeur de clope, quoi. Tu vois? J'ai retrouvé j'avais oublié, je cite Blanche Gardin dans mon bouquin parce que dans un de ses spectacles, elle dit qu'elle a arrêté de fumer et que le truc le plus fun qu'elle a fait l'année dernière, c'est arrêter de fumer. Enfin, je sais plus comment elle dit ça, mais On était deux à fumer et les autres étaient vraiment genre en mode pas de cigarette, quasiment pas d'alcool. C'était genre vraiment, si on buvait un verre, c'était vraiment comme ça, quoi. C'était fêter une grosse fin de tournée ou bien fêter une énorme date qui s'est bien passée parce que voilà, alors qu'on nous en proposait tout le temps, quoi. Donc ça va, c'était pas malsain, ça c'est une chance. Et après dans les autres comiques que j'ai fréquentés, où j'ai pas vu les trucs, où ça va, quoi. Franchement c'est pas, on m'a pas proposé de. Roman Frécinet fait un sketch, je crois, où il dit qu'il a arrêté de fumer. Il y a tout Enfin, un truc sur. ouais, mais Euh, moi je suis moins de la génération de Roman Frécinet, donc le Roman je le croisais beaucoup en comédie club. Ouais. Donc peut-être la génération de Roman, peut-être il y a la mode de la weed en fait en ce moment qui n'était pas Ouais. du tout là quand moi j'ai commencé. Nous on avait encore Ah ouais. ouais non, il n'y avait pas la mode de la weed. Nous c'était vraiment enfin moi en tout cas quand j'avais 20 ans, 25 ans, c'était shit, hein. Ouais. Et là maintenant il y a beaucoup la weed parce qu'il C'est y a vrai. il y a des rappeurs qui ont rendu ça cool. Il y a des gens, il y a tu sais là Il y a un côté plus. comment dire, tu sais la weed qui pousse mais genre bio. Enfin, Oui, tu sais il y a c'est la ça. Il y a weed ce côté un de petit très peu. bonne qualité. Ça fait tisane, quoi. Ouais, ça fait. Je prends, c'est de la weed bio, c'est bon, quoi. Je prends soin de moi, tu vois. Je prends vraiment un psychotrope, mais je prends soin de moi. Ok. Cette phrase est normale. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voudrais rajouter? Il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordés, mais là, s'il y a un truc, tu dis ça, Bah, je voudrais le courage, dire. quoi. Courage aux gens. Si vous écoutez le podcast pour arrêter de fumer, c'est possible, quoi. Courage, il y a plein de gens qui l'ont fait. Il y a moi, allez voir même un addictologue. Il n'y a pas de honte. On est on a des moyens d'aller soit dans les hôpitaux, soit dans les centres de santé. Il y a des gens qui peuvent accueillir, qui peuvent aider, les médecins traitants, ils sont super ouverts sur ce genre de questions. Il y a beaucoup de traitements différents aujourd'hui. Enfin, on a la chance d'avoir toute une palette de choses et surtout, faut affronter la honte d'en parler. C'est pour ça que moi j'ai accepté le podcast. C'est parce que c'est vrai que ça peut être une grande honte et qu'il y a d'autres solutions que les substances. Parce que effectivement c'est des super solutions en vrai, hein, les substances, hein. T'es pas bien, tu prends un truc, bah, tout de suite t'es mieux, hein. Clairement, hein, je vais pas mentir, il y a un effet de désir, de plaisir. Sinon ça marcherait pas, hein. Sinon il y aurait pas de clients, tu vois. C'est Louis C.K. qui disait ouais, l'héroïne ça me fait peur parce que c'est trop bon en fait, c'est tellement bon que en fait je veux pas tester tellement c'est magnifique. Donc j'imagine, mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est plus la honte et la douleur ou l'anxiété de faire les démarches nécessaires. C'est ça qu'il faut affronter. Plus que la substance en elle-même. En fait, vous êtes tellement puissant. Les gens sont puissants en vrai dans leur corps et on a un corps vachement bien fait. Donc, demander de l'aide, quoi. Demandez de l'aide et identifiez pourquoi vous avez besoin d'aide et sur quoi vous voulez travailler, quoi. C'est vachement dur, mais vous pouvez trouver toutes les solutions si on identifie le problème. Mais comme disaient les profs de maths avant, souvent, le souci, c'est que la question, elle est mal posée. Si vous avez la bonne question, vous allez trouver la bonne solution. Ça va demander des efforts, mais vous allez la trouver au bout d'un moment. Que si vous vous posez une question qui n'est pas une bonne question, qui est une question mal formulée ou qui n'a pas de lien avec vous, eh ben, vous êtes fichu, quoi. Vous n'allez pas vous... Voilà. Si vous vous dites pourquoi, quand je lis un livre en 24 heures sans le comprendre, je n'ai pas arrêté de fumer. Ah, ben j'imagine que je suis maudit parce que mon corps est maudit et que je suis obligé de fumer toute ma vie, c'est ma malédiction. La question était mal posée. Mais alors, du coup, toi, tu dirais que tu manques pas d'air? Moi, je manque pas d'air, moi. Moi, je respire bien. Mais j'ai ma cloison nasale déviée, mais je manque pas d'air. J'espère que cet épisode vous a plu. Et pendant que vous l'envoyez à vos potes, je vous annonce que dans quelques jours débute en France le mois sans tabac. Et oui, c'est chaque novembre et ça dure un mois.
Je me souviens bien que quand j'étais fumeuse, comment il ne fallait pas me parler de ce truc en mode RAF. Mais quand j'ai arrêté, j'ai adoré la mobilisation qu'il y avait autour de ce concept. Alors pour y participer, en plus des épisodes tous les 15 jours, je glisserai tout le long du mois quelques capsules interviews très spéciales que j'ai recueillies au ministère de la Santé. J'ai réussi à choper quelques anecdotes que j'ai hâte de vous partager. En attendant, bon courage avec ce fichu sevrage. Fichu sevrage. Bisous.